et à tous. Je pense que nous sommes bien en live. Nous nous excusons pour le retard. On a eu quelques minutes de retard. On a eu des soucis de connexion, mais j'espère que vous êtes toutes et toutes bien installées dans votre canapé ou chez vous au bureau. Alors, je me présente. Je m'appelle Karina Jeudé. Je suis la CEO de Positivio et donc la fondatrice de Positivio. En deux mots, Positivio, c'est un site de mise en relation de psychologues auprès des particuliers et des entreprises. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, nous sommes accompagnés de deux de nos psychologues experts que j'invite à se présenter. Donc bonjour, moi c'est Julie Théodoro, psychologue et coach professionnel. Donc dans ma pratique, je mets en place des séances de psycho-coaching individuelles, des actions de formation et donc des actions de communication. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur, qui est la quête de sens au travail. Donc bonjour, moi je suis Diane Rakoto-Nenahari, je suis psychologue du travail et sociologue de la santé. Et donc là aujourd'hui je travaille beaucoup en cabinet, en thérapie EMDR et en consultation souffrance et travail. Et parallèlement j'interviens également dans les entreprises sur des thématiques telles que RPS, QVT, gestion de conflits. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et un peu stressée parce que c'est moi qui ai un problème de connexion. Non, ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc, pour continuer et pour rentrer dans le vif du sujet, donc, comme on le sait tous, depuis le Covid, il y a eu de nombreux changements. Il y a eu des réorganisations au niveau du travail qui est du coup hybride et parfois on travaille de chez soi. Il y a des aspirations personnelles et professionnelles qui ont changé chez tout le monde. Donc, on est en questionnement perpétuel sur le sens de notre travail, mais surtout sur le sens de notre vie. On se pose des questions d'ailleurs tous les jours, à tous les niveaux, de savoir ce qu'on fait, si on est heureux dans ce qu'on fait, où on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans nos vies. Donc, aujourd'hui, cette thématique justement sur la quête de sens au travail implique aussi comment se situer au sein de nos organisations, de notre organisation dans laquelle on travaille, par rapport au poste que l'on occupe, savoir où on en est dans notre quête de sens. Et grâce à nos intervenants, ils vont pouvoir vous donner tous les outils qui permettront d'évaluer, de prévenir et d'implanter la quête de sens au travail de manière pérenne dans votre vie. Nous vous avons sélectionné quelques chiffres d'ailleurs pour mettre l'importance sur la quête de sens au travail et ce que cela sous-entend. Donc 92% des actifs s'interrogent sur le sens de leur activité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on se questionne toujours à savoir si on est bien dans notre entreprise, si on est content sur le poste occupé, si on a besoin de changement, si on a envie de reconversion personnelle ou professionnelle. Dans le sens de la quête de sens au travail, il y a 4 personnes sur 10 qui décident de changer de profession, n'étant plus aussi épanouies et ne se retrouvant plus en accord avec le job occupé. Les raisons principales, justement, je passe à la slide suivante. Les raisons principales, justement, à ces changements et qui justifient ces interrogations sont le besoin d'être en accord à son poste avec ses principes et ses valeurs, l'envie aussi de se sentir utile, d'être reconnu comme jouant un rôle important au sein de son organisation. Il y a aussi un fossé qui se creuse entre la façon des supérieurs de manager et qui, de ce fait, forme un choc un peu intergénérationnel, donc qui provoque des soucis d'adaptation et de compréhension entre les managers et ses équipes. Donc ça, voilà, on a voulu vous mettre en avant quelques chiffres qui nous paraissent intéressants et que l'on côtoie au quotidien et qu'on voit avec les personnes avec qui souhaitent justement changer cette thématique dans leur vie. Donc maintenant, je vais passer le relais à... Ça marche. Merci Karina. Donc en effet, par rapport à la quête de sens, alors déjà, c'est vrai que c'est une question qui a pendant longtemps été relayée à la sphère philosophique et psychologique comme un sujet secondaire, abstrait, subjectif et désincarné de nos réalités. Mais aujourd'hui, et quelque part grâce aux événements un peu chaotiques et dénués de sens à l'échelle mondiale, sociétale, organisationnelle, économique et individuelle, qui nous poussent quelque part à évoluer dans notre conscience individuelle et collective, la question du sens au travail devient centrale et objective, pragmatique dans la remise en question des personnes, dans leur repositionnement, dans leur vie personnelle et professionnelle et dans la réorganisation interne des entreprises. Et ce, au niveau de la définition de la culture organisationnelle,
du déploiement de la politique RH, des modes managériaux, du travail et de l'organisation du travail. Et en effet, c'est normal, car quelque part, on comprend de plus en plus que tout ce qui n'est pas basé sur des valeurs et des vertus humaines est amené à disparaître. Et en même temps, c'est totalement naturel, ça fait partie de notre nature, car la quête de sens est un besoin existentiel, fondamental et omniprésent, toujours dans notre quotidien, quelque part en arrière-plan. En effet, c'est une question d'enjeu de construction identitaire et tout au long de notre vie, ce n'est pas figé, c'est quelque chose de dynamique au quotidien. Ça nous permet de construire une vision de soi dans notre monde, dans notre société, dans les organisations, dans les groupes, dans notre famille, dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes. Ça nous donne cette vision qui nous permet justement d'avoir une orientation, une direction en destination à une finalité. Donc, et même si on n'a pas conscience en plus de ces concepts ou ces enjeux psycho-émotionnels, on arrive tous à ressentir cette vérité au fond de nous, une vérité consensuelle. Et d'ailleurs, si on n'est pas à l'écoute de cette vérité quelque part, la vie nous amène les crises et les leçons, j'ai envie de dire, dont on a besoin pour nous y reconnecter, à savoir ce que nous sommes véritablement dans notre essence. Qui nous sommes et qui nous avons envie d'être dans notre expérience de vie personnelle et professionnelle. Pour le manifester à travers un but, et ici le travail, orienté action et résultat. Car en effet, on a besoin de laisser notre empreinte quelque part dans notre environnement. On a besoin que ça se concrétise. Donc en somme, on peut dire que la quête de sens au travail, c'est un véritable enjeu de santé mentale, de réalisation de soi, de performance individuelle et collective, d'organisation sociétale et donc de bien commun. Mais malheureusement, il a fallu beaucoup d'années de souffrance et de perte pour remettre l'équation au bon endroit. C'est que pendant trop longtemps, et même encore malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont programmées pour se soumettre à leur environnement, pour générer des résultats en adaptant leur comportement, en piochant dans quelques potentialités, mais tout ça alimenté par un système de croyances basé sur la peur et l'insécurité, en laissant de côté les véritables missions qui font sens pour elles, et du coup, quelque part, leur véritable valeur, leur véritable vision, et finalement, leur être et leur identité, et ce qu'elles sont véritablement. Ce qui donne lieu, finalement, à des personnes très fragmentées, très fragilisées, et du coup, dans une crise existentielle qui génère un vide qui est une grande source de souffrance. Et en même temps, c'est super parce que moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a un véritable élan qui se fait. On arrive à un point de non-retour où les personnes sont fatiguées de cette logique et elles ont vraiment envie de se réaliser, de redevenir souveraines quelque part, de reprendre leur liberté, de se réaliser, mais tout en prenant en considération la réalité aussi des organisations. Donc là, pour le coup, la logique, c'est d'abord de se recentrer sur soi, qui nous sommes dans notre totalité, en termes d'essence, de valeur, de qualité, de compétences, de talent, d'aspiration, de rêve, pour justement définir une véritable vision de notre vie personnelle et professionnelle qui soit alignée, pour justement mettre en pratique, en application nos valeurs au service d'une mission partagée qui fait sens pour tout le monde. Tout ça avec le courage, justement, de se déprogrammer aussi, de se déconditionner, de se débarrasser des croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas, ou en tout cas qui ne nous appartiennent plus, ou qui ne nous servent plus. Pour activer tout un système de croyances qui nous potentialise, qui nous permet d'incarner notre plein potentiel, pour adopter des comportements qui sont à la fois authentiques et productifs. Et c'est dans cette authenticité, quelque part, qu'on peut générer de véritables résultats efficaces, à court, moyen et long terme, et donc par effet domino, d'impacter positivement notre environnement. Donc pour le dire de manière simplifiée et résumée, c'est d'abord savoir être, pour ensuite pouvoir faire de manière alignée et en fonction de ce qui fait réellement sens pour soi, pour ensuite avoir tous les résultats, tous les effets matériels positifs, mais pas seulement comme un objectif, mais aussi comme une résultante naturelle et logique de notre propre alignement, de notre propre réalisation de soi. Alors, pour mieux comprendre ce concept au niveau des logiques organisationnelles,
Pour moi, il me paraît fondamental de distinguer le sens du travail du sens au travail. Le sens du travail, c'est quelque chose de très individuel, de très personnel, qui est indépendant du contexte professionnel dans lequel il se pose. C'est associé à notre histoire personnelle, aux conditionnements, aux croyances, aux représentations qu'on a associées au travail. Et là, c'est intéressant de voir que la majorité des personnes qui entreprennent un accompagnement avec moi ont toujours le sentiment que le problème est à l'extérieur. Dans l'entreprise, chez le manager, dans le travail qu'elles font, le problème est souvent à l'extérieur, ou bien ce sont elles qui ne sont pas forcément à la hauteur. Et du coup, c'est tout un travail justement sur le sens du travail pour redéfinir cette vision, cette direction, cette finalité, mais qui émane de soi, qui dépend de cette reconnexion, j'ai envie de dire, à soi, à sa personne. Un exemple concret, par exemple, c'est que la majorité des personnes vivent une vie très clivée. Il y a d'un côté tout ce qui est de l'ordre du cœur, de l'authenticité, de l'amour qui procure de l'énergie, de la vitalité, du plaisir, de la satisfaction. Et à côté, il y a le travail qui est souvent associé à la notion de sacrifice, de devoir, d'obligation, comme s'il y avait une souffrance qui était normale dans le monde du travail. Or, c'est contre nature. Donc, le but, c'est vraiment justement de se réapproprier une vision du travail qui soit en accord avec ce que nous sommes et ce que nous avons envie d'être et ce qui nous appartient réellement. Et c'est seulement à partir de cette redéfinition, j'ai envie de dire reconstruction, qu'on peut aller contribuer au sens au travail, comme vision, direction, finalité, mais de l'organisation et qui est partagée par l'individu. En ça, il faut distinguer le sens comme produit recherché, et ça c'est vraiment chouette de voir que la totalité des personnes qui veulent se reconvertir professionnellement accordent au sens une place prioritaire. C'est OK, je sais qui je suis, je sais qui j'ai envie d'être, je sais ce que je veux faire, je sais quelle est ma contribution. Maintenant, quel est le cadre qui va me permettre justement de concrétiser ça? Et c'est seulement comme ça, bien sûr, qu'on peut du coup participer au processus de co-construction du sens. Car on est encore un petit peu dans une logique où les personnes se déresponsabilisent, mettent dans les mains du manager ou du RH ou de l'entreprise la responsabilité de leur bien-être, de leur santé mentale ou du sens qu'elles accordent à leur travail. Et moi, du coup, je pense que c'est primordial de souligner justement cette part de co-responsabilité pour arriver justement à cette cohérence qui unifie dans une situation le sujet, donc l'individu et l'entreprise. Car l'aliénation, finalement, vient vraiment de cette illusion de la séparation. En vérité, on est tous en recherche d'équilibre, de cohérence, de congruence, d'unité entre notre identité et tout ce qu'elle constitue, entre le travail qu'on accomplit et l'environnement professionnel dans lequel on travaille. Souvent, il y a une pièce manquante. Enfin, en tout cas, dans les personnes qui entreprennent un accompagnement ou un bilan de compétences, il y a parfois, la personne, elle est OK avec tout ce qu'elle est et le travail qu'elle accomplit, mais le milieu de travail ne correspond pas, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner à court terme, mais à moyen et long terme, il y a une souffrance qui s'installe, ça ne fonctionne pas. Pareil, des personnes qui adorent le travail qu'elles font, ou non, le contraire, pardon, qui adorent l'environnement dans lequel elles travaillent, mais elles ne sont pas stimulées par leur travail. Pareil, une souffrance s'installe. Il y a vraiment cette recherche de cohérence, de congruence. Et aussi dans notre propre monde intérieur, entre quelque part notre dimension plus émotionnelle, bien sûr, on va tous au travail en recherche d'émotions positives, de sentiments positifs plus que de négatifs. Mais ça encore, c'est un peu fou, mais les personnes se sont habituées à ressentir plus d'émotions négatives que de positifs. Il y a vraiment ce travail nécessaire sur ce sentiment de légitimité, de mérite, que c'est normal d'aller au travail pour avoir plus de vitalité, d'énergie, de plaisir, de satisfaction au travail. La dimension cognitive, donc bien sûr, on est tous en recherche aussi de stimulation dans le contenu de nos missions, dans les conditions de travail dans lesquelles on effectue ces missions, et du coup dans cette dimension évolutive de développement de compétences. Et enfin, on arrive à la dimension aspirationnelle, qui est souvent mise de côté, mais qui est fondamentale, qui est à la racine de notre pratique. C'est ce sentiment de contribuer et d'adhérer à un projet global qui est porteur de sens.
et qui induit du coup un impact positif à la fois sur soi, à la fois sur notre environnement et sur le collectif. Et en effet, sans ça, les personnes, en tout cas les salariés que je reçois et qui ont le sentiment de faire un travail qui n'a pas de sens, se voient ressentir un état de vide, d'apathie, d'ennui, un sentiment de dissonance émotionnelle, d'impuissance et d'inauthenticité. Et personnellement, je trouve que c'est d'une grande tristesse parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont le sentiment d'être en vie, mais de ne pas se sentir vivant. C'est vraiment comme si elles étaient en vie quelque part, elles avaient une vie, mais elles étaient en train de passer à côté, justement parce qu'il n'y a pas cette question de sens qui est au centre. Donc pour résumer, pour moi, le sens au travail, c'est la résultante donc de notre alignement. C'est de sentir qu'on peut mettre notre authenticité au service du travail. Et d'ailleurs, c'est vraiment beau de constater que même quand on n'atteint pas les objectifs escomptés, les résultats escomptés, à partir du moment où on est en accord avec nos valeurs, où on a le sentiment d'être intègre et fidèle à soi, la satisfaction personnelle, ce sentiment de fierté prédomine sur la frustration de ne pas avoir eu les résultats escomptés. Donc, c'est la résultante de notre alignement, c'est de pouvoir co-construire ce sens avec notre environnement professionnel, c'est de maintenir notre équilibre entre le travail prescrit et effectué. Donc là, ça prend en considération tous les défis, les challenges, les imprévus et les changements dans la réalité. Parce que comme on le sait tous, la seule constante, c'est le changement. Et c'est aussi du coup ressentir cet impact positif, à la fois sur soi, sur notre environnement et sur le collectif. Donc, pour rentrer maintenant encore plus dans le détail, dans ce qui se joue au niveau de l'individu et des collaborateurs, je vais laisser du coup à ma collègue Diane le relais pour apporter son regard clinique. Merci beaucoup Julie. Et donc comme elle le disait tout à l'heure, Madame Jedi en introduction, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sens au travail, sens du travail, notamment depuis le Covid. Et ça ne date pas que de ce temps-là. C'est vrai que dans les années 2000, on parlait déjà des bullshit jobs, mais ça a été accentué, amplifié par la crise de la Covid, parce qu'on entendait parler des premières lignes. Donc on pensait surtout aux médecins, aux infirmiers, et ensuite deuxième ligne. Si vous vous rappelez, c'était plutôt ceux qui travaillaient en grande surface, etc. Donc, ça a remis vraiment cette question de sens, sens au travail et sens du travail en première ligne. Moi, du point de vue clinique, donc moi, je fais beaucoup de consultations en psychologie du travail, en souffrance au travail. Et c'est vrai que nous, on entend beaucoup parler de burn-out, donc tout ce qui est surcharge de travail, etc. On parle aussi de bore-out, donc tout ce qui est sous-emploi, donc la mise au placard ou des tâches qui ne correspondent pas forcément aux compétences ou aux qualifications du salarié. Et aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de patients qui viennent parce qu'ils souffrent d'un burn-out. Donc, le burn-out, c'est vraiment le manque de sens au travail. Pourquoi je fais ce travail? À quoi ça sert le travail? Donc là, c'est pas le travail au sens large, mais vraiment les missions, les tâches qui vous sont confiées. Moi, j'aime beaucoup prendre comme exemple parce que c'est peut-être aussi un champ que je connais assez bien. Par exemple, à l'hôpital, moi, j'ai beaucoup d'infirmiers et quelques médecins qui viennent en consultation de psychologie du travail parce qu'ils sont en souffrance, parce qu'ils ne trouvent plus du sens dans ce qu'ils font. Ils disent, nous, on a choisi ce métier-là, donc soigner les personnes. Et aujourd'hui, avec la complexification des procédures à l'hôpital, c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps sur des tâches administratives. Donc, à chaque fois qu'ils font un acte, ils font un pansement, il faut rentrer dans le logiciel. J'ai fait un pansement de monsieur untel, et donc ça les éloigne énormément de leur cœur de métier. Donc ça, c'est vraiment le manque de sens. Ils se disent, mais finalement, on est médecin, mais on passe notre temps, la moitié de notre temps à faire de l'administratif. Donc ça, mine de rien, on se dit, mais on se rend pas compte, mais ça mine le moral et ça affecte la santé mentale au travail. Donc si tu peux passer à la slide suivante, Julie.
Donc, comme tout à l'heure, elle le disait, Julie, il faut vraiment faire le distinguo entre le sens du travail et le sens au travail. Le sens au travail, c'est, il y a déjà les aspects relatifs à l'individu, donc c'est tout ce qui est un peu intrinsèque, le concept de soi, les valeurs, les motivations. Qu'est-ce qui me motive à aller au travail? Ça, c'est très, très important parce qu'il y a les motivations extrinsèques, donc tout ce qui est salaire, les conditions de travail, j'ai des places de parking, etc. Au niveau du travail, j'ai un bon CE, j'ai des chèques déjeuner. Donc ça, c'est vraiment les motivations extrinsèques et aussi les motivations intrinsèques. Et c'est ça, quelquefois, qui peut vraiment agir sur, enfin, en tout cas, affecter notre santé mentale parce que le travail, c'est bien sûr, on travaille quasiment tous pour avoir des revenus et en même temps, c'est pas forcément suffisant parce qu'il y a aussi, on travaille pour se réaliser, pour s'épanouir et donc les motivations intrinsèques sont vraiment importantes parce que il y a nos valeurs, voilà, qu'est-ce qui est important pour nous, pourquoi j'ai choisi ce métier-là, donc ça c'est les motivations intrinsèques et il y a aussi les croyances par rapport à notre milieu familial, notre milieu culturel en disant mais le travail, c'est certains, c'est le travail, tu travailles pour subvenir à tes besoins alors que pour d'autres familles ou d'autres milieux, c'est peut-être de dire mais le travail c'est important parce que ça construit, comme elle le disait tout à l'heure, Julie, le travail, c'est vraiment une... Comment je peux dire ça? C'est vraiment une... on agit sur notre identité. Quand on travaille, la première chose qu'on nous demande quand on va à des soirées ou quand on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas, bonjour, vous vous appelez comment? Vous faites quoi dans la vie? Et donc, ça, c'est vraiment important. À côté de ça, il y a également les facteurs... excusez-moi, environnementaux, donc les collègues, ça c'est très très important parce que c'est ce qui donne sens aussi au travail. Les collègues, c'est quoi les relations que j'ai avec les collègues? Est-ce qu'il y a un collectif de travail? Des collègues sur qui j'ai confiance et sur qui je peux m'appuyer si j'ai des soucis au travail, si j'ai des problématiques, si je rencontre des situations complexes. Donc ça, c'est très important. Est-ce que c'est un collectif de travail ou c'est une collection d'individus? C'est vraiment différent parce que on peut tous travailler les uns à côté des autres, mais au travail, le but, c'est aussi de travailler avec les autres. Donc ça, c'est les facteurs environnementaux et il y a aussi les relations avec les supérieurs. Est-ce que j'ai le soutien de mes supérieurs? Est-ce que mes supérieurs sont à l'écoute? Est-ce qu'ils sont dans l'empathie si j'ai des soucis? Est-ce que je peux oser aller voir mes supérieurs parce qu'ils seront à l'écoute? Et là, il y a aussi les caractéristiques du travail. Donc, ça rejoint un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les motivations, sur les facteurs de motivation extrinsèques. Donc, il y a des activités exercer, les conditions de travail, mais dans quelles conditions je réalise mon travail. Donc ça, c'est les conditions de travail, c'est sur le plan physique, mais il y a aussi sur le plan psychologique, parce que si vous réalisez votre travail, mais dans des conditions, on va dire, insécures, on ne sait jamais demain sur à quelle sauce on va être mangé, est-ce qu'il va y avoir encore une réorganisation au niveau du service. Donc ça, tout ça, ça joue énormément sur notre santé mentale au travail. Et bien sûr, il y a aussi les facteurs de rémunération parce que même si ce n'est pas une motivation première, on travaille pour avoir un salaire à la fin du mois, moi, je me rends compte que la rémunération, c'est peut-être pas un élément de motivation et en même temps, ça peut vite être un élément de démotivation parce que si on voit qu'on travaille et en même temps, il n'y a pas la reconnaissance financière qui va avec ou que je travaille et que j'ai l'impression que mon collègue qui fait à peu près le même travail et qui est entré dans la société au même moment que moi, apparemment, il gagnerait plus. Ça joue aussi sur la santé mentale parce que ça peut créer chez certains un sentiment, en tout cas, d'injustice.
Donc, au niveau des 7 dimensions intrinsèques, donc il y a le sens au travail. Qu'est-ce que ça vient impacter au fond de nous, au fond de nos tripes? Donc, quand on n'a pas de sens, quand on ne trouve pas sens à notre travail, on le fait parce que c'est la consigne qui vient d'en haut, ben, ça peut jouer sur l'estime de soi. À quoi je sers? Est-ce que je suis encore utile à la société dans laquelle je travaille et à la société de manière générale? Il y a aussi le sentiment d'efficacité personnelle parce que quand on fait un travail pour lequel on se dit mais ce travail-là, il n'a pas de sens, ça joue aussi, on est moins efficace parce que ça agit, on est motivé parce qu'on trouve du sens, parce qu'on trouve du plaisir, entre guillemets, à faire ce qu'on fait. Donc, ça joue aussi sur notre efficacité personnelle. Il y a l'intentionnalité, il y a aussi l'appartenance à un groupe. Si je prends toujours l'exemple d'une infirmière à qui on confie beaucoup de tâches administratives. Est-ce qu'elle se sent encore soignante ou elle se dit, moi, je suis plutôt aujourd'hui une administrative? Donc, ça joue énormément sur notre appartenance collective. Est-ce que dans quoi on se situe? Il y a aussi la préoccupation pour autrui. C'est sûr que si on fait un travail où on se dit mais ça sert à quoi? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'humanité ou pas? Ça, c'est vraiment une question que beaucoup se posent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent vers des métiers, on va dire, concrets. Par exemple, boulanger, parce qu'on sait que, ben voilà, on fait du pain et il y aura quelqu'un en face à qui on va vendre le pain et qui va être content de savourer ce pain-là. Et il y a aussi l'authenticité. C'est très difficile au travail de dire mais moi je ne trouve pas du sens à ce que je fais, donc ça joue un peu, on surjoue, on fait en sorte de faire croire à l'autre qu'on aime ce qu'on fait et ça joue, il y a cette question un peu d'inauthenticité, donc on n'est pas forcément aligné entre ce qu'on montre et ce qu'on vit réellement. Est-ce que tu peux passer s'il te plaît Julie au slide suivante. Donc, le sens au travail comme compétence, donc ça joue, ça impacte l'individu, comme je l'ai dit précédemment, mais ça impacte aussi l'entreprise dans laquelle le salarié travaille. Donc, il y a aussi le moteur, ça joue sur la marque employeur, donc c'est un peu comme, comment dire ça, c'est pas la marque employeur, mais ça joue aussi sur votre employabilité parce que vous allez, sans doute, si vous êtes sur un poste et que vous vous dites, mais je ne me retrouve pas du tout sur ce poste-là et que vous commencez à penser à une mobilité interne ou mobilité externe, c'est sûr que si vous voyez une fiche de poste qui correspond plus à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez faire, c'est plus facile de se vendre, entre guillemets, parce que vous y allez avec vraiment vos motivations intrinsèques. Donc ça, c'est vraiment un moteur d'employabilité et peut-être aussi, comme dit Julie, c'est quand on est aligné, c'est plus facile de dire qui on est si on est vraiment aligné entre je sais ce que je veux et je sais vers où je veux tendre. Donc ça, c'est la première, le premier facteur. Donc c'est moteur d'employabilité. Il y a aussi un engagement à long terme. Moi, je me rends compte de plus en plus que là où il y a beaucoup de turnover, c'est pas uniquement une question salariale parce que les gens ils bougent parce que ils souhaitent gagner plus. Ça, c'est légitime et ça s'entend, mais en même temps, il y a beaucoup de turnover souvent dans les entreprises parce que les salariés se désengagent, ils ne sont plus très engagés parce qu'on leur confie des tâches qui ne sont pas stimulantes, qui ne sont pas, en tout cas, qui ne sont pas valorisantes, pas au terme, pas au sens valeur, mais valorisant, c'est-à-dire qui sont alignés avec leurs valeurs. Donc ça, c'est sûr que c'est un facteur de désengagement et à contrario, si la personne, elle se sent utile, si elle fait un travail qui a du sens pour elle, ça c'est en tout cas c'est un facteur qui suscite
qui peut susciter l'engagement à long terme du salarié. Et il y a aussi la créativité et innovation, c'est quand vous vous sentez bien, parce que le travail que vous faites le travail que vous faites est stimulant, bah, vous êtes un peu plus créatif. C'est comme si, je vous dis à la maison, bah, vous faites un gâteau au chocolat et vous aimez vraiment le gâteau au chocolat, bah, vous allez commencer à être un peu plus créatif. Vous allez mettre des Smarties, vous allez peut-être mettre aussi un peu de crème chantilly. Et donc, tout ça, en fait, ça joue. C'est pour ça, c'est vraiment important, cette histoire de sens au travail. Slide suivante. Donc là, il y a eu une étude qui a été faite par le cabinet Alan. Et donc, les 10 symptômes, les 10 facteurs qui contribuent à la perte d'engagement des salariés. Donc, vous voyez, il y a la fatigue, le stress, perte de motivation et il y a la perte de sens. Donc ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un facteur de désengagement, de démotivation des salariés et aussi un facteur de souffrance au travail parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de patients qui viennent parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font, au niveau de leur travail. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, je passe la parole à Julie qui va intervenir sur cette thématique. Merci Diane. Donc, du coup, alors maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est comment prescrire et intégrer le sens au travail dans l'entreprise. Donc, comme je le disais précédemment, c'est vrai que la question du sens au travail, déjà, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous co-responsables dans cette question. Que ce soit les collaborateurs, les managers, les RH ou les membres de la direction, on a tous finalement ce devoir d'élever notre conscience de soi et notre connaissance de soi appliquée au monde du travail pour justement comprendre quelle est notre vision, quelle est la vision de l'entreprise, de l'organisation, voir comment ça peut matcher pour ensuite se positionner dans notre rôle et réajuster autant que nécessaire justement ce rôle, cette place, notre contribution, nos compétences et justement comprendre les objectifs au quotidien professionnel. Et pour justement mobiliser aussi en conscience, de manière lucide et efficace, les moyens qu'on a à disposition, les moyens qu'on nous donne, mais aussi les moyens qu'on a intérieurement et qu'on peut déployer. Pour les managers et les RH, c'est vrai que moi je considère que c'est vraiment une place particulière, délicate. Ça demande vraiment cet art de l'équilibrisme entre à la fois des membres de la direction qui peuvent parfois faire preuve de résistance au changement, surtout sur ce genre de sujet, parfois peut-être plus délicat, entre guillemets, ou plus subjectif, à la fois entre des salariés qui sont de plus en plus en demande, et à raison, bien souvent, entre quelque part des réalités du terrain qui sont de plus en plus exigeantes, entre à la fois cette éthique professionnelle qui est associée au métier, et en même temps leurs propres besoins aussi et attentes en termes de sens. Ce qui demande pour moi dans cette place une vraie capacité à re-questionner, à réinjecter du sens en situation. Et d'où aussi l'importance justement de savoir redistribuer les parts de co-responsabilité pour que les choses puissent se faire de manière plus fluide. Et bien sûr, ce processus est facilité quand la direction est ouverte à cette possibilité d'intégrer le sens du travail et au travail dans l'ADN de l'entreprise. Et aussi bien dans une démarche de rétention des talents, de fidélisation, de qualité du travail, de productivité, d'engagement des collaborateurs, d'amélioration du bien-être et de la santé mentale des salariés. Donc, de manière concrète, quel levier on peut activer? Alors, on a l'accompagnement, la formation et les actions de co-construction. Dans l'accompagnement, donc notamment en utilisant des outils puissants comme la psychologie, le coaching, l'accompagnement en repositionnement et les bilans de compétences, moi je distingue deux volets. On a le volet réactif et proactif. Malheureusement, quasiment la totalité des personnes qui font cette démarche viennent dans une démarche réactive. Elles attendent la crise, le craquage, de se confronter à un mur, de toucher le fond, ce que vous voulez, pour se prendre en main et redéfinir du coup du sens dans leur vie et dans leur vie professionnelle.
Et il y a ensuite les personnes qui sont dans une démarche proactive, où elles sont OK avec qui elles sont et ce qu'elles veulent faire, mais elles ont envie de se rapprocher de leur meilleure version, d'optimiser leurs ressources et de savoir les mobiliser pour justement aller vers cet épanouissement au travail. Donc, c'est important vraiment, je pense, qu'on prenne tous conscience de cette part de co-responsabilité pour vivre aussi une vie qui ne soit pas dans une dynamique d'évoluer par la souffrance, mais d'évoluer aussi quelque part par la sagesse, on va dire, par la conscience, par notre capacité justement à mener notre barque quelque part sans se confronter à des difficultés qui sont parfois qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, on a l'aspect plus groupal, donc les dynamiques de groupe, par la formation ou des actions de co-construction, par exemple les supervisions ou des ateliers sur des thématiques qui peuvent faire sens. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, dans votre quotidien, mais j'ai de plus en plus de personnes qui sont fatiguées par les dispositifs de formation qui apportent encore des recettes miracles, des nouveaux modèles, des nouveaux concepts, des nouvelles techniques. C'est comme si on était toujours habitué finalement à produire plus, à être performant dans une dynamique d'accumulation, de surcharge mentale. C'est comme si on s'adressait toujours à notre mental avec de nouveaux outils. Et je sens qu'il y a une grande fatigue à ce niveau-là. Je pense qu'on oublie en fait l'essentiel et la simplicité. Et moi, personnellement, je considère que la grandeur et l'excellence vient de la simplicité et de l'essentiel. Et je pense qu'avant d'aller vers des nouvelles techniques et de nouveaux concepts, on doit se reformer, réapprendre ce socle commun qui nous unit tous derrière nos rôles, derrière nos statuts, derrière nos niveaux de responsabilité. On a tous un socle en commun. Donc, c'est vraiment d'apporter finalement ce côté authentique, vrai, essentiel. Parce que finalement, on apprend à manier des outils, on apprend à manier des techniques, mais on n'a pas encore appris totalement à manier le plus bel outil de travail qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire nous, avec la qualité de nos pensées, notre capacité à reconnaître, à comprendre, à mettre en application nos émotions et la puissance de nos émotions au service du travail. Et pareil, à adopter des comportements qui sont en phase avec notre plein potentiel. C'est comme si on était toujours en mode à 10% quelque part de nos capacités. Donc là, notre abordage, en tout cas ma démarche, c'est vraiment de former par amour pour libérer les personnes à développer leur plein potentiel. Et ensuite, on peut du coup acquérir des cordes à notre arc et manier des techniques et des nouvelles méthodes qui sont aussi bien sûr très pertinentes en situation professionnelle. Donc maintenant, je vais laisser la parole du coup à Karina pour nous apporter l'aspect du coup plus entreprise et organisationnel. Ça marche, merci Julie. Donc, je vais reprendre un petit peu des éléments que vous avez forcément évoqués, surtout dans ta conclusion, Julie, pour donner des pistes et pour conclure aussi sur des choses beaucoup plus concrètes à mettre en place en entreprise et sur le terrain. Donc, il y a ce qui est important et ce qui peut être aussi très utile pour des salariés ou des managers, c'est ce qu'on appelle du psycho-coaching. Donc, c'est des séances en face à face qu'on fait entre le psychologue, qu'on appelle psycho-coach parce qu'ils ont une formation de psychologue et de coach et qui permettent, par exemple, d'établir des bilans de compétences pour les salariés qui voudraient se repositionner ou mettre en place des axes d'amélioration. On a aussi, chez les managers et chez les dirigeants, nous préconisons un audit régulier, 1 à 2 fois par an, afin d'évaluer l'épanouissement des collaborateurs, de mesurer l'adéquation entre le salarié, sa personnalité, ses aspirations et le poste occupé. Donc, chez Positive You, nous avons déployé un outil d'audit QVT qui permet de répondre justement à ces interrogations et de mettre en place des axes pour aller de l'avant. Au niveau de l'aspect vision et culture d'entreprise, il est important pour les RH, les managers et les dirigeants de s'assurer de ces 2 aspects, qu'elles soient bien intégrées et comprises par les collaborateurs. Par exemple, on propose la mise en place de questionnaires qui permettent de donner un feedback aux salariés, des entretiens individuels qui permettent d'aller encore plus loin tant au niveau de l'introspection même du salarié et qui lui permettent de faire un point sur sa situation actuelle, mais surtout de lui donner des pistes d'amélioration dans sa carrière, dans sa profession et de permettre au manager justement d'aller plus loin avec ce salarié pour qu'il puisse s'épanouir au mieux. Donc ça, c'est encore un autre aspect. On a aussi la possibilité de mettre en place, comme vous le disiez tout à l'heure, Julie, des conférences, des ateliers. Donc là, ça met en place des dynamiques de groupe qui sont très particulières, qui permettent de percevoir et d'identifier certains leviers et les problématiques internes.
ça donne un aspect global d'un groupe, d'une situation dans une entreprise et aussi d'identifier les problématiques de chacun pour aller plus loin. Donc, je voulais voilà, vous donner des pistes un peu concrètes de ce qu'il était possible de faire avec nous, avec Positivio et aussi avec Diane et Julie. Voilà, pour conclure donc ce webinaire, vous pouvez effectivement échanger davantage sur la quête de sens dans le chat actuellement et on va répondre à vos questions. Vous trouverez aussi nos coordonnées. Je vais passer à la dernière slide, Julie. Voilà. Alors, vous avez aussi qui sont dédiés. Alors, on vous a fait un résumé de ce qui pourrait être intéressant pour vous par rapport à cette problématique que vous trouverez donc sur le site de Positivio, relatif en rapport avec ce webinaire. Et vous avez nos coordonnées. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. On fera en sorte de vous répondre avec Diane et Julie. Oui. Alors d'ailleurs, il y a une question ou un commentaire plutôt de Virginie. Le collectif de travail est de plus en plus difficile aujourd'hui dans ce monde de plus en plus individualisé. Ce management par la peur et la parole est souvent muselé. Le collectif fait peur et dans les organisations aujourd'hui, ça bouge énormément. Turnover, manque de personnel, désengagement. Du coup, s'appuyer sur le travail d'équipe et de soutien des collègues sont de plus en plus complexes. Alors Diane, je ne sais pas si tu as envie de rajouter un commentaire parce que du coup, c'était en ligne directe avec ce que tu disais. Oui, c'est sûr que le turnover et le taux d'absentéisme fort ne contribuent pas au collectif de travail. Et ça, on le voit beaucoup dans des entreprises qui font appel à des intérimaires parce que les intérimaires, ils sont là pour 4-5 jours. Et donc, il est très compliqué de faire un collectif de travail avec quelqu'un qui se dit « mais moi, je suis là du lundi au vendredi ». Et donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler vraiment sur moi, personnellement, je trouve que quand il y a un collectif de travail qui marche, qui est soudé, on peut faire face à beaucoup de difficultés. Par contre, pour qu'il y ait un collectif de travail, il faut que les salariés soient dans l'entreprise depuis longtemps pour avoir le temps de s'approprier justement de cette culture d'entreprise, de nouer des relations de confiance et de convivialité avec leurs collègues. Et c'est sûr que si tous les 2 ans, ça bouge et que à chaque fois, il faut faire appel à des intérimaires, c'est très compliqué de mettre en place un collectif de travail. Et d'autant plus, si je peux me permettre de préciser, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est encore plus compliqué, du coup, pour nous, dans notre position, de recruter et de pouvoir justement mettre en place cette culture d'entreprise et cette atmosphère entre les salariés. Et on s'en rend compte de plus en plus qu'il est très difficile aujourd'hui de recruter. Alors, on a une deuxième question, c'est comment faire lorsqu'on est complètement exclu quelque part, quand on est complètement mis au placard quelque part, comme tu disais du coup, Diane, c'est compliqué. Alors, moi, je peux déjà commencer en disant, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de rester, est-ce que ça a du sens de rester dans un groupe qui ne m'écoute pas, qui ne considère pas ce que j'ai à dire, dans lequel c'est très difficile de m'exprimer, de prendre ma place et de m'affirmer. Donc déjà, je pense qu'il y a toute une question vraiment à se poser au niveau individuel. Et ensuite, c'est en effet être force de proposition pour voir comment notre parole peut être entendue. Et donc, justement, quelque part, se saisir des opportunités pour pouvoir s'exprimer et porter sa voix au niveau des supérieurs. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les filles. Pour ma part, ça va. Il y a Diane, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être dire, c'est vrai que la mise au placard ou être exclu, c'est vraiment très pathogène. Hein. C'est pathogène pour la santé au travail. Et là, il n'y a pas 1000 solutions. Comme dit Julie, c'est vraiment peut-être se rapprocher. Moi, je dis toujours se rapprocher de son chef, de son manager, parce que la communication, elle est très, très importante. Et l'autre stratégie de défense, mais elle est c'est très compliqué en ce moment avec la réforme de l'assurance chômage. Quitter son entreprise comme ça, c'est pas si évident que ça. Et en même temps, quelquefois, c'est là aussi de travailler quand on se fait accompagner par un coach ou par un psychologue, travailler un peu sur ses valeurs. OK, il y a l'aspect financier, c'est très important, mais est-ce que l'aspect bien-être est encore au-dessus? Et dans ce cas-là, faire son choix, parce que c'est sûr que être exclu, c'est sortir du collectif
du travail et en même temps, ça joue énormément sur sa confiance en soi, sur son estime de soi. Et donc, quelquefois, c'est vraiment la stratégie de défense, mais elle est un peu… la décision, elle est difficile à prendre, mais quelquefois, ça vaut le coup aussi de se poser la question, c'est de se dire, est-ce que je me vois encore dans cette entreprise qui m'exclut? Et sinon, est-ce que je suis prête à prendre le risque de chercher ailleurs? Peut-être que je perds en salaire, mais c'est là où c'est important de travailler. Mais moi, qu'est-ce qui m'anime au travail? Et OK, il y a l'aspect financier. Est-ce que je peux passer outre, quitte à gagner un peu moins, mais gagner en qualité de vie, en tout cas au travail? Complètement. Sachant que personnellement, moi, je considère qu'il n'y a aucun salaire, aucun manager et aucun travail qui vaut la peine de se laisser maltraiter et de susciter cette souffrance au travail. Nous avons ce devoir de nous prioriser et d'être quelque part dans une dynamique d'amour-propre, de respect de soi, d'estime de soi, quel que soit le contexte. Donc, c'est vraiment pour moi entreprendre déjà en priorité, en effet, ce travail de redéfinir la place qu'on a envie d'avoir dans le monde du travail. Dans cette lignée, il y a une question super intéressante aussi, c'est comment gérer ce choc intergénérationnel entre les jeunes et les seniors qui n'ont pas souvent les mêmes aspirations personnelles et professionnelles, et quels sont les leviers? Alors, je ne sais pas si Diane, dans ta pratique, tu as déjà été amenée à travailler sur cette problématique. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler des générations X, Y, Z. Quelquefois même, ils sont un peu stigmatisés parce que, soi-disant, ils n'auraient pas la valeur travail comme contrairement à ceux qui ont 50, 40 ans. Moi, je dirais, c'est pas qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs travail, c'est que on n'a peut-être plus les mêmes priorités. Moi, je vois des gens qui sont capables de refuser un CDI parce qu'ils se voient pas dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc ça, c'est la génération, ils ont à peu près 25 et 30 ans. Moi, j'ai 42 ans aujourd'hui. De mon temps, il y a une quinzaine d'années, ça se refusait par un CDI. Donc c'est aussi un choc un peu culturel. C'est pas, on n'a pas grandi à la même époque. Et en même temps, je me dis, c'est normal. Il y aura toujours à la maison une grand-mère qui vit avec sa fille et sa petite fille, ça va créer des tensions. Au travail aussi, ce choc intergénérationnel peut impacter l'ambiance de travail et en même temps, je me dis, c'est le rôle du manager. C'est le rôle du manager, c'est de bien connaître ses salariés, de dire, mais lui, qu'est-ce qui le motive et lui, qu'est-ce qui motive et c'est à lui, je pense que c'est au manager aussi de gérer cette différence, en tout cas, d'approche et là-dessus, c'est pas juste en disant, mais lui, il n'a pas la valeur travail, mais peut-être mieux connaître. Moi, quand j'accompagne les managers, je leur dis, mais il ne faut pas toujours attendre les entretiens annuels d'évaluation pour connaître vos salariés. Vous pouvez, à travers un échange de 15-10 minutes, demander à chaque fois, tous les 2 mois, mais toi, comment tu te situes par rapport aux tâches qui te sont confiées et toi, qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens au niveau de l'entreprise? Ça permet aussi de connaître un peu quelles sont les attentes de chaque salarié, parce que c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, c'est très, très subjectif et en même temps, il faut quand même continuer à travailler ensemble, à collaborer, à coopérer. Donc, c'est vraiment, c'est un entraîneur, c'est un coach. Pour moi, le manager, il va faire jouer comme si on était sur un terrain de football et il y a les défenseurs, les attaquants et c'est à lui de faire en sorte que le but, c'est de marquer un but. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Diane, et en plus dans le sens où je suis persuadée que ce soit entre les jeunes et les seniors, il y a quelque part des aspirations, des valeurs qui les unissent. Donc, c'est vraiment comprendre justement la richesse finalement de cette différence, de cette complémentarité et se saisir des actions, des dispositifs qui peuvent être mis en place, mais aussi de tous ces moments quelque part qui ne sont pas forcément officiels, comme tu dis, Diane. Pour justement créer cette cohésion, cette union dans cette complémentarité, dans cette différence et même dans ce qui fait choc. Parce que même ce choc peut faire sens. Ça peut être un levier aussi. Donc, c'est vraiment une question de perspective. Et enfin, une dernière question, c'est quel impact a eu le développement du télétravail sur le sens au travail? Personnellement, moi, je considère qu'il a été très positif dans le sens où, quelque part,
cette croissance du télétravail a vraiment permis une remise en question du travail. Ça a permis finalement de reconstruire une nouvelle vision de travail, une nouvelle manière de fonctionner. Ça a vraiment ouvert la porte aussi à cette remise en question, à ce repositionnement personnel dans sa vie professionnelle. Donc, en tout cas, je trouve qu'il y a eu vraiment des effets positifs du télétravail sur le sens du travail et au travail. Mais bien sûr, ça soulève aussi de plus en plus de difficultés en même temps. Donc, pour le coup, il y a des effets positifs et négatifs. Mais du coup, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Moi, je dirais, je suis comme toi, moi, je dirais que le télétravail, moi, je ne suis pas du tout partisane du télétravail à 100%. Et en même temps, je me dis, le télétravail, ça apporte aussi, c'est la possibilité de concilier vie privée, vie professionnelle, et avec le risque de casser un collectif de travail, parce que ça peut paraître anodin, mais prendre le café 10 minutes, 15 minutes avec 15 minutes, ça fait beaucoup, mais 10 minutes avec son collègue, ça fait partie de la convivialité en entreprise. Et la convivialité, c'est pour créer un collectif de travail. C'est pas juste travailler ensemble sur des dossiers, mais être à peu près sur la bonne entente avec ses collègues. Et la bonne entente avec ses collègues, ça passe par des temps informels, la pause déjeuner ensemble, le café, échanger de manière hors travail autour de la machine à café. Donc, c'est sûr que ça a apporté peut-être sur le sens du travail. On va beaucoup, les gens, ils s'investissent beaucoup quand ils sont en télétravail, et avec le risque aussi, peut-être si c'est vraiment du télétravail à 100% ou à 80%, de casser le collectif. Et ça, je pense que c'est pas toujours très positif. Donc, moi, je dirais télétravail très favorable, mais à petite dose. Okay. Alors, Karina, je te laisse conclure du coup. Oui. Bon, j'ai vu qu'il y avait énormément de questions qui étaient très intéressantes, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre à toutes. Mais ils vont pouvoir télécharger de toute façon le visuel, la presse par la suite. Et puis, voilà, je voulais juste vous remercier pour ces échanges. C'était extrêmement intéressant. Et puis voilà, c'était super sympa. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir aussi de partager ce moment avec vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir vers nous si besoin d'informations ou de vous poser des questions. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez d'ailleurs les coordonnées sur la slide d'après, et sur le site aussi. Et de toute façon, vous pouvez télécharger la presse. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.